Si vous le voulez bien, nous allons débuter doucement. L'amphithéâtre est en train de se remplir, doucement mais sûrement. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être très à l'heure, puisque vous savez que notre timing est encore plus minuté cet après-midi que durant les autres séances. Nous avons le plaisir d'accueillir en visio Fabrice Godefroy, qui est le chef de la section du réseau de surveillance de la qualité de l'air au sein de la municipalité de Montréal, au Québec. Et Fabrice, à Montréal, vous avez une particularité en termes de pollution de l'air, c'est qu'une bonne partie de cette pollution est imputable au chauffage au bois, et donc vous avez pris des mesures tout à fait drastiques. Est-ce que vous pourrez nous retracer un petit peu cette histoire ? Oui, je vais vous retracer. Le but de ma présentation, c'est de vous retracer un peu la mise en place de la réglementation sur le chauffage au bois. Et puis, avant de faire cela, je vais vous présenter notre réseau de surveillance qualité de l'air à la ville de Montréal et notamment le programme national canadien. Je ne sais pas si vous voyez du coup ma présentation. Pas parce encore. que moi, j'ai pas d'accord, ok, j'ai pas l'écran de contrôle là, donc je ne sais pas ce que vous voyez. C'est parti. Donc, alors, peut-on ok, avoir la première slide ? Oui, même la seconde, soyons fous. Voilà. Parfait. Voilà, impeccable. Donc, avant de vous parler de la réglementation sur le chauffage au bois, je vais vous faire un bref historique du RSQA, du réseau de surveillance de qualité de l'air à la ville de Montréal. Donc, il faut savoir que Montréal a été la première ville canadienne à s'occuper de la pollution de l'air. Il s'en est découlé une première réglementation dans les années 1872. Et puis, on a eu la création du programme canadien de surveillance de qualité de l'air en 1969. Par la suite, on a eu en 1994 le programme InfoSmog, qui est un programme justement de prévision et d'information pour les citoyens, donc pour les Montréalaises et Montréalais. Et puis là, aujourd'hui, j'ai mis 2024 avec l'évolution de l'instrumentation des analyseurs, puisque on souhaite, au niveau du RSQA, être toujours à la pointe de la technologie, puis on le verra, notamment avec les particules ultra fines. On a des analyseurs de plus en plus complexes à opérer, et on s'y attelle pour pouvoir justement mesurer des polluants émergents en 2024. Donc, je veux bien qu'on passe à l'autre slide, s'il vous plaît. Merci. Donc, au niveau du programme canadien, au niveau de sa structure, donc il faut savoir qu'il est géré par Environnement et Changement Climatique Canada. Dans la structure, on a les 10 provinces, les 3 territoires. On a également Métro Vancouver et puis Montréal. Donc, toutes ces entités-là ont un réseau de surveillance qualité de l'air. Ça représente au total 260 stations qui sont réparties sur l'ensemble du territoire canadien, avec un objectif commun, évidemment, de fournir un registre à long terme de pollution, donc de données de qualité de l'air, mais de données fiables, défendables et facilement accessibles. Donc quand on parle de données fiables, c'est justement qu'on va utiliser des instrumentations, des analyseurs qui sont APA, qui nous sont délivrés par Environnement Changement Climatique Canada. Et puis, on va justement, chacun des réseaux a des lignes directrices de surveillance de l'air ambiant, avec également un système de programme d'assurance qualité, contrôle qualité, qui nous permet de faire de la métrologie et de la même manière que ça soit à Métro Vancouver ou à Montréal ou dans les autres provinces et territoires. Donc voilà pour le programme national. Là, on va pouvoir zoomer sur l'île de Montréal avec la prochaine diapositive, où là, je vous ai mis notre carte des stations de qualité de l'air. Donc, on a sur l'île de Montréal 11 stations fixes et puis également 2 stations qui sont nomades. Donc, vous allez pouvoir vous apercevoir que dans le cartouche blanc, on va avoir les mesures en continu pour chacune des stations. Également les prélèvements ponctuels, donc ce sont des prélèvements sur 24 heures. Et puis on va avoir des stations, comme je vous l'ai dit, spécifiques. Donc on va avoir des stations dites de type industriel, de type aéroport, trafic. Donc vous allez pouvoir les voir, notamment avec la station de l'aéroport de Montréal, la station 66. On a également la station industrielle, donc la station numéro 3 qui est à Saint-Jean-Baptiste, où là on va également mesurer tout ce qui est benzène, toluène, éthylbenzène, xylène. Et puis on a la station 55 qui est dans un quartier résidentiel, donc Rivière des Prairies, où là on va mesurer notamment le black carbone, donc tout ce qui est carbone élémentaire, et puis notamment une particule ultra fine, mais qu'on va voir juste dans l'autre slide. Et puis on a 2 stations nomades qui, comme leur nom l'indique, vont se déplacer aux 18 mois
pour aller justement mesurer différents paramètres sur des zones où on n'a pas un historique de plusieurs dizaines d'années. Donc je veux Fabrice, bien les qu'on passe à Français l'autre. Oui, ont un petit peu oublié leur histoire canadienne. Quelle est la surface de Montréal? la surface de Montréal, c'est à peu près 430 km² en superficie. Et D'accord. puis la population, on avoisine les 2 millions. Ok. Donc au niveau de cette slide-là, ce que je voulais vous montrer, c'était au niveau des particules ultra-fines, puisque Montréal souhaite toujours être à la pointe de la technologie. Donc on a depuis octobre 2020 à la station Rivière-des-Prairies un analyseur de particules ultra-fines. On en a un également depuis novembre 2022 sur notre roulotte nomade. Le but de cet instrument pour cette station, ça va être de cartographier, puisqu'elle va se déplacer tous les 18 mois, l'ensemble du territoire de la ville de Montréal pour voir le nombre au niveau des particules ultra fines qu'on peut récolter. On a également ce type d'instrument à l'aéroport de Montréal, où notre station est située directement sur les plateformes aéroportuaires. Et puis on en a une autre qui va arriver, qui est une nouvelle station trafic qui devrait arriver à l'automne 2023. C'est une erreur, c'est automne 2024. Donc voilà pour ces instruments qui sont pour la mesure des polluants émergents. Donc là, on va pouvoir passer sur ce qui nous intéresse, la réglementation du chauffage au bois. Donc pourquoi Montréal a-t-elle réglementé le chauffage au bois résidentiel? Donc les différentes raisons sont énumérées ici. Donc il faut savoir que Montréal, le chauffage au bois est parmi l'une des principales sources d'émissions de particules fines. Au niveau des particules fines qui sont responsables de l'ensemble du smog hivernal et de toutes les journées de mauvaise qualité de l'air qu'on a à Montréal. On a également aussi d'autres sources quand même de contaminants, que ce soit des monoxydes de carbone, composés organiques, volatiles, les NOx et puis les HAP. Et puis il y a également un problème de santé publique. Donc comme vous le savez, les contaminants ayant des effets cancérogènes, mutagènes et irritants pour le système respiratoire entre autres. Et puis le but, c'est de protéger tous les citoyens et surtout la population vulnérable, que ce soit les enfants, personnes âgées, personnes avec des maladies pulmonaires et chroniques. Donc pour toutes ces raisons, Montréal a mis en place un règlement sur le chauffage au bois. Puisque c'est bien d'avoir un réseau de surveillance, comme son nom l'indique, on surveille, on mesure, on a des données de qualité et fiables, mais il y a un moment donné, pour améliorer justement cette qualité de l'air-là, on doit agir avec différentes cartes qu'on a dans notre main, et là du coup c'était une réglementation sur le chauffage au bois. Donc là on va pouvoir passer à l'autre slide. Donc le règlement, son nom c'est le règlement 15069 qui est entré en vigueur le 24 août 2015. C'est une date d'entrée par étape, on va le voir. Il s'applique uniquement aux 19 arrondissements de la ville de Montréal. Les villiers ont, elles, adopté un règlement local par la suite. Donc on a été vraiment les premiers à faire ce règlement-là. Il y a une déclaration qui est obligatoire au niveau des appareils des citoyens ou qui ont un foyer au bois, pardon. Et puis interdiction d'utilisation en période d'avertissement de smog. Également, depuis le 1er octobre 2018, il y a l'interdiction d'utilisation de tous les appareils non conformes. Donc, qu'est-ce qu'on appelle appareils conformes, non conformes? Donc, conformes, c'est des appareils, qui sont certifiés EPA ou CSA, qui démontrent un taux d'émission inférieur à 2,5 grammes par heure. Il y a une exception, donc tous les appareils ou foyers sont permis en cas de panne électrique de plus de 3 heures. Pour éviter notamment en hiver d'avoir trop froid dans sa maison, et des fois on a régulièrement des pannes électriques au Canada. Ne s'applique pas à la cuisson commerciale des aliments, donc tout ce qui est four à bois et autres. Et puis également les feux externes ne sont pas inclus dans ce règlement-là puisqu'ils sont interdits par le service de sécurité incendie de Montréal. Donc au niveau, on peut passer à quelques chiffres. Donc, on a mis en place la réglementation, mais à cela, il faut voir quelques chiffres, quelques indicateurs. C'est important quand on met une réglementation en place d'avoir des indicateurs. Donc, Montréal a reçu près de 53 000 déclarations. Sur ces 53 000 déclarations, il y avait 92% qui étaient existants au niveau des foyers au bois. 4% c'était des remplacements par un appareil conforme. 2% des remplacements par un autre type. Et puis également 2% pour des retraits. Depuis l'adoption du règlement, le service de l'environnement a répondu à peu près à 10 000 communications, que ce soit des courriels, des appels téléphoniques et des lettres. On a traité environ 950 plaintes.
Qu'est-ce qu'une plainte? En fait, ça veut dire que c'est un citoyen lambda, montréalais, qui va, par exemple, en rentrant chez lui à 19h le soir, s'apercevoir que son voisin émane de la fumée de chauffage au bois avec cette odeur bien particulière. Et donc, il va pouvoir nous contacter et on va avoir notre équipe d'inspecteurs qui va se rendre sur place quelques instants après pour vérifier comme quoi son voisin a bien un appareil chauffage au bois réglementaire, et s'il ne l'est pas, après on va envoyer justement des avis. Donc on en a envoyé 435 avis, et puis après on peut également déposer des poursuites. Donc on a déposé 24 poursuites. Donc ça, c'était les indicateurs. Après, quand on met une réglementation en place, faut aussi savoir si elle a eu l'objectif atteint. C'est-à-dire que le but, c'était d'améliorer la qualité de l'air avec les particules fines. Donc on a utilisé un gaz traceur qui est le lévoglucosane pour voir l'impact qu'a eu la réglementation. Donc vous avez au niveau de l'axe vertical la concentration en nanogrammes par mètre cube du lévoglucosane. Et puis sur l'horizontale, vous avez toutes les saisons hivernales depuis 2009 jusqu'à 2019, où on a justement mis des réglementations qui ont été mises en place à différents paliers, à différentes étapes. Donc ça, on l'a fait au niveau de la concentration, c'était pour la station Rivière des Prairies. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, cette station-là est une station vraiment dans un quartier résidentiel, donc où on a du chauffage au bois. Donc on peut s'apercevoir que au tout début, en 2009-2010, il y a eu une première réglementation qui a banni l'installation de tous nouveaux appareils à combustible solide. Donc là, on a vu une diminution puisque on voit qu'on a démarré au-dessus de 400 nanogrammes par mètre cube. Par la suite, il y a également eu un programme de remplacement feu vert. En fait, c'était pour justement financer le remplacement des vieux poêles à bois. Par la suite, il y a eu l'entrée de notre règlement 15069, le volet 1, qui était l'interdiction d'utiliser ce type de combustible solide lors des avertissements de smog. Et puis, on a eu après le volet numéro 2, où là, c'était l'interdiction d'utiliser les appareils à combustible solide non conformes à la norme d'émission, qui est de 2,5 grammes par heure. Donc, au début, en 2009-2010, on était au-dessus de 400 nanogrammes par mètre cube. Et puis, en 2019, on s'aperçoit qu'on est en dessous des 150 nanogrammes par mètre cube. Donc, on peut voir qu'il y a quand même un effet bénéfique qui se mesure. C'est ça qui est intéressant. On peut voir un petit peu la mise en place de la réglementation, les contrôles qu'on effectue avec nos indicateurs qualité, et puis au niveau de la concentration, une amélioration. Et donc après, c'est sûr que ça va être de voir également dans le temps, là en 2024, si depuis 2019, c'est en continu ou si ça diminue encore. Donc ça, on est en train de faire des analyses pour ce faire, mais on voit que l'impact a été bénéfique au niveau de la réglementation du chauffage au bois. Donc voilà ma présentation. Merci à tous, et puis je reste également pour répondre aux questions et à la table ronde juste après. Petite question avant la table ronde. Avez-vous essayé de corréler les statistiques d'émissions avec l'état de santé sur certains indicateurs de la population de Montréal? Est-ce qu'il y a moins de malades, moins d'allergiques, moins d'asthmatiques, ou est-ce qu'on n'a pas regardé? Alors, cet aspect-là n'a pas été regardé au niveau santé par rapport au RSQA. Nous, notre mission, c'est vraiment de produire des données de qualité de l'air et également de mettre en place de la réglementation au service de l'environnement. Mais tout l'aspect santé, il est fait avec la Direction régionale de santé publique, pour laquelle on collabore, et on a des rencontres aux 3 mois où on va pouvoir faire ce type d'analyse qui peut être également très long parce qu'il faut faire des études là, mais il y a de la recherche aussi là-dessus, pour voir cet impact-là, jusqu'où il est bénéfique. D'accord. Merci Fabrice Godefroy, on se retrouve dans 3/4 d'heure pour la table ronde. Nous allons maintenant évoquer les impacts sanitaires des PUF, des particules ultrafines, avec Philippe Quesnel, le président d'Airparif, le réseau francilien, et qui est également professeur honoraire à l'École des hautes études de santé publique de Rennes. Voici Pavlov. Bien, bonjour à toutes et à tous. Comme chaque intervenant, un grand merci aux organisatrices, organisateurs de ces rencontres. Donc aujourd'hui, je vais pas tellement parler des impacts sanitaires au sens quantification du terme, parce que derrière impact, en général, on a cette notion de quantification. Je vais plutôt parler
et lister l'ensemble des effets sanitaires qui sont liés aux expositions aux particules ultrafines. Quelques mots d'introduction quand même pour comprendre la problématique générale. Les particules ultrafines sont définies, c'est bien un bien grand mot, mais en tous les cas, on considère les particules ultrafines comme étant inférieures à 0,1 micromètre de diamètre, soit 100 nanomètres. Vous voyez que leur taille est comprise entre une taille de molécule d'ADN, par exemple, et puis de celle d'un virus. Alors qu'à contrario, les particules PM2.5 et PM10, qui sont aujourd'hui les particules réglementaires, sont des particules qui correspondent pour les PM2.5 à des bactéries et pour les PM10 à des gouttelettes. Et cette granulométrie est extrêmement importante puisqu'on considère que des particules supérieures à 30 micromètres vont pénétrer dans l'arbre respiratoire, mais vont s'arrêter au niveau du nez et de la gorge, alors que les PM10, elles, vont gagner la trachée, les bronches et les bronchioles. Les PM2.5, elles, vont atteindre les alvéoles. Et les particules ultrafines, donc inférieures de 0,1 micromètre, elles vont passer la membrane alvéolo-capillaire et donc par voie systémique gagner l'ensemble des organes cibles qui vont être touchés par ces particules. Donc un paramètre très important, c'est cette granulométrie très fine des particules avec le passage de la membrane alvéolo-capillaire. Deuxième paramètre très important, c'est la surface de ces particules. J'ai pris cette présentation qui a été publiée dans un article de Known, qui est très intéressante. Si on considère des particules PM10 avec une masse théorique de 1 unité, on voit que pour la même masse de PM10.5, on a 64 particules, alors que pour les particules ultrafines, on en a environ 1 million. De fait, ces particules ultrafines sont ont une surface unitaire beaucoup plus faible. Elles sont à peu près 1000 fois plus petites qu'une PM10. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est que quand on considère la surface totale de ce million de particules, on arrive à une surface totale de 100, c'est-à-dire 100 fois plus qu'une masse équivalente de PM10. Et donc, cette surface est extrêmement importante, puisque, comme ça a été évoqué ce matin, notamment par Franceline, de nombreuses substances sont adsorbées à la surface de ces particules. Et donc, ces particules, elles doivent être considérées non seulement comme des substances potentiellement dangereuses pour elles-mêmes, pour la santé, mais aussi parce que ce sont des véritables véhicules par voie systémique d'un grand nombre de substances toxiques qui vont pouvoir atteindre les différents organes. Et au-delà de la granulométrie et de la surface des particules, le troisième paramètre, c'est évidemment la durée d'exposition. Et comme cela a été évoqué, classiquement, on s'intéresse soit aux effets à long terme, soit aux effets à court terme. Alors, les effets à long terme, classiquement, quand on s'intéresse sur le plan épidémiologique à ces études, on va s'intéresser aux effets qui résultent d'une exposition au jour le jour sur des années et qui vont se traduire par le développement et l'apparition de maladies. Ça, c'est ce qu'on fait classiquement dans les études de cohorte, où on va suivre pendant plusieurs années, 10 ans, 15 ans, 20 ans parfois, le devenir en termes de santé de populations pour lesquelles on aura suivi l'exposition tout au long de cette période d'études. Quand ces maladies surviennent, elles vont la plupart du temps conduire à ce qu'on appelle une perte de l'espérance de vie du fait d'un décès prématuré. Alors, je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce soit le mot le plus approprié. Ce serait plutôt un décès anticipé par rapport à ce qui serait attendu si elle n'avait pas été exposée. Et c'est à cela qu'on va s'intéresser en termes de mesures pour évaluer l'impact sur la mortalité, par exemple, ou sur la diminution de l'espérance de vie des expositions à long terme. Mais au-delà de cette exposition à long terme qui est responsable de maladies et de diminution de l'espérance de vie, nous avons aussi, et ça a été souligné à plusieurs reprises ce matin, le problème des expositions de courte durée, mais qui peuvent être répétées aussi dans le temps. C'est ce qu'on appelle les effets à court terme, qui résultent d'une exposition
qui peut être de quelques heures, de quelques jours, voire de quelques semaines, et qui conduit à des effets qu'on caractérise d'aigus et qui correspondent le plus souvent à la décompensation aiguë de maladies chroniques sous-jacentes, elles-mêmes pouvant être liées à des expositions à long terme. Et donc c'est dans des enquêtes épidémiologiques qu'on appelle plutôt des études écologiques temporelles ou spatio-temporelles qu'on va s'intéresser à ce genre de faits. Alors, après cette introduction, comment est-ce qu'on s'intéresse, comment est-ce qu'on mesure les effets sur la santé? Je me suis permis de revenir un peu quand même à la base, parce que je pense que c'est bien de suivre tout ça. On a beaucoup de disciplines qui vont concourir à l'étude de ces effets. On a d'abord toutes les disciplines qui vont s'intéresser aux émissions, à l'estimation des concentrations ambiantes dans l'air, et qui doivent conduire, en tous les cas, c'est l'attente des épidémiologistes et des toxicologues aussi, on le verra, à pouvoir estimer au plus près les expositions, qu'elles soient populationnelles ou individuelles. Et donc ça, c'est toutes les sciences de l'environnement, la physique, la chimie, l'expologie, mais également les sciences humaines et sociales, qui vont jouer aussi, être importantes dans la caractérisation de l'exposition. Et une fois qu'on a des expositions qui sont relativement bien caractérisées, relativement bien cernées, on va pouvoir ensuite, à travers des designs d'études, s'intéresser aux effets sur la santé. Donc la toxicologie environnementale ou la biologie fondamentale, elle va s'intéresser surtout aux mécanismes physiopathologiques qui conduisent à la survenue de ces maladies, alors que l'épidémiologie, elle, va s'intéresser à l'identification de l'augmentation de la fréquence, mais plus précisément à l'estimation de l'incidence, c'est-à-dire du risque de survenue de ces maladies suite aux expositions. Alors, concernant les effets sur la santé des particules ultra-fines, il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, les études sont encore très peu nombreuses. Il ne faut pas prendre ces chiffres de manière absolue. J'ai fait une recherche assez rapide sur Web of Science. Selon les mots, la terminologie que vous utilisez pour identifier le nombre de publications, c'est variable, mais enfin, disons que voilà, il y a quelques dizaines de publications dans le champ de l'épidémiologie qui se sont intéressées aux effets sur la santé des particules ultra-fines. Et on en a à peu près le même ordre de grandeur, un peu moins, une vingtaine dans le champ de la toxicologie environnementale. Alors, qu'est-ce que nous ont appris ces études ? Tout d'abord, on a pu mettre en évidence, alors en bleu, vous verrez que c'est les effets qui surviennent à court terme, donc effets aigus suite à une exposition court terme, et en vert, ce sont les effets qui surviennent suite à une exposition à long terme. Donc on a pu observer dans les études épidémiologiques un excès de mortalité pour cause respiratoire. Il y a encore des incertitudes sur le fait qu'il puisse y avoir une exacerbation de l'asthme et des incertitudes également sur... Alors, on a des études qui sont positives, d'autres qui ne le sont pas. C'est difficile de conclure aujourd'hui quant à un rôle sur l'incidence de l'asthme chez l'enfant. Ensuite, quand on s'intéresse à la pathologie cardiovasculaire, là également, on a pu mettre en évidence une augmentation de la mortalité cardiovasculaire toute cause, une augmentation des consultations dans les services d'urgence et des hospitalisations pour pathologies cardiovasculaires et accidents vasculaires cérébraux, également des troubles du rythme, et avec plus d'incertitudes sur les effets à long terme en termes de mortalité cardiovasculaire ou d'altération du rythme cardiaque. On a pu mettre en évidence des effets comportementaux, notamment des symptômes de dépression, mais également des effets neurodéveloppementaux avec une altération des performances cognitives, quotient intellectuel, mémoire et attention. Enfin, les publications les plus récentes ont pu mettre en évidence des troubles de la fertilité masculine et féminine, une altération de la fonction de reproduction, des petits poids de naissance et de la prématurité. Lorsqu'on s'intéresse aux résultats des études de toxicologie environnementale, on voit qu'il y a deux mécanismes qui concourent à la survenue de ces pathologies. D'une part, les mécanismes de stress oxydant et qui sont à l'origine de phénomènes inflammatoires qu'on peut retrouver sur la sphère respiratoire, sur la fonction cardiovasculaire, sur l'appareil neurologique, et également stress oxydant, inflammation à l'origine également d'effets promoteurs tumoraux. Il y a des interrogations
d'investigation sur le caractère génotoxique de ces substances. Donc au total, aujourd'hui, c'est difficile de conclure au regard des résultats épidémiologiques. Alors, insuffisant pour conclure, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que aujourd'hui, c'est ce que j'ai mis en dessous, on a relativement peu de données, en particulier sur les études long terme et sur l'appareil neurologique. Pourquoi a-t-on peu de données? Parce qu'on a un véritable problème pour estimer de manière fiable l'exposition des populations et des individus à ces particules ultra-fines. Pourquoi? Parce qu'on a une grande variabilité spatiale et temporelle lorsqu'on s'intéresse à une échelle géographique fine, ce qui va conduire à rendre cette exposition, l'évaluation de cette exposition complexe et être à l'origine de biais possibles. Et puis surtout, et je pense que c'est ça le problème majeur, c'est qu'on a une gamme de tailles et de mesures d'exposition qui sont très différentes d'une étude à l'autre. Et donc, ça empêche une comparaison approfondie des résultats, voire ça rend impossible la comparaison des études entre elles. Et donc là, on a vraiment besoin d'une standardisation des méthodes de caractérisation de ces particules pour pouvoir vraiment aller plus loin en termes de recherche. Par contre, ce qui est tout à fait intéressant à souligner, c'est qu'on a une forte évidence toxicologique quant aux effets liés à ces particules. Pourquoi? Parce que les mécanismes pathophysiologiques qui ont pu être mis en évidence sont tout à fait cohérents avec la plausibilité d'effets sanitaires. Alors, j'aurais pu m'arrêter là, mais je voulais continuer. Il me reste 2 minutes 50. Parce que là, je vous présente une matrice de corrélation liée à des mesures qui ont été réalisées par Air Paris sur une station de fond Léal, un super site, entre 2019 et 2022, qui montre tout en haut, en bleu, tout en haut à droite, qui a une certaine corrélation entre le comptage des particules ultra-fines et le mesurage en masse des PM2,5 et des PM10 qui est de l'ordre de 30%. Alors, de 0,30. Alors, bon, classiquement, on considère que c'est des corrélations qui sont relativement faibles, mais malgré tout, c'est des corrélations qui sont bien présentes. Et aujourd'hui, on pense probablement qu'une grande partie des effets qui sont attribués aujourd'hui au PM2,5 ou au PM10 sont probablement en partie dus aux aux particules ultrafines qui, comme je vous l'ai dit, passent la barrière alvéolo-capillaire et vont être transporteurs de nombreuses substances qui, elles, vont pouvoir agir directement sur les organes cibles. Donc, c'est quand même intéressant de mettre en perspective les résultats des PUF avec ce qu'on sait des PM2,5, puisque vous voyez que pour les PM2,5, par exemple, entre 1998 et aujourd'hui, on a près de 1000 publications qui sont sorties dans le champ de l'épidémiologie, et j'en ai repéré un peu plus de 120 dans le champ de la toxicologie. Donc là, on a vraiment un corpus de connaissances extrêmement important qui nous permet aujourd'hui, je vais accélérer un petit peu, d'être tout à fait affirmatif sur la nature, la nature des effets, sur leur quantification et sur la relation causale entre les PM2,5 comme indicateur proxy de la pollution particulière. C'est peut-être pas forcément les PM2,5 en tant que tels, mais en tous les cas, c'est un proxy très intéressant de la pollution particulière, sur le champ de la mortalité respiratoire, cardiovasculaire et d'autres. Et je voulais surtout m'attacher et rester quelques instants sur ce schéma qui aujourd'hui nous offre une compréhension complète et approfondie sur les effets de la pollution atmosphérique sur l'appareil cardio-circulatoire, où on voit que les effets à long terme sont liés au phénomène d'oxydation, d'inflammation, au mécanisme, ou d'altération aussi du mécanisme de neurorégulation du système cardiaque, qui va dans un premier temps développer des facteurs de risque cardiovasculaires qui vont se traduire par la survenue de pathologies subcliniques comme l'athérosclérose
l'athérosclérose, par exemple. Et c'est les expositions à court terme qui vont déclencher la survenue ensuite des pathologies, comme vous pouvez, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais en tous les cas, l'infarctus, les arythmies, etc. Et donc aujourd'hui, on a vraiment une compréhension complète des risques liés aux particules sur la sphère cardiovasculaire. Mais pour arriver à ça, c'est 25 ans de recherche. Comme vous avez vu, c'est 25 ans de recherche, plus de 2000 publications, donc un effort de recherche considérable. Je passe rapidement. Les PM2,5 aussi, les effets maintenant sont bien établis sur l'appareil neurologique. Ils sont également très bien établis sur l'appareil, sur la fonction endocrine. Je passe. Et également sur la grossesse, la naissance et également les tumeurs cancéreuses. Et je termine sur ma conclusion. Donc bien sûr, aujourd'hui, les effets des PUF sur la santé, qu'ils soient à court terme ou à long terme, restent à conforter et à compléter parce que vous avez vu que le champ des possibles sur les atteintes des organes par les PM2,5 sont extrêmement importantes. Donc il n'y a pas de raison de penser que pour les PUF, ça ne soit pas exactement la même chose. Par contre, aujourd'hui, l'urgence, c'est vraiment d'intégrer les PUF dans la stratégie de surveillance de la qualité de l'air. Bon, c'est ce qui est en discussion, c'est ce qui est prévu dans la révision de la directive cadre européenne actuellement. Alors, à la fois par un comptage pour la surveillance en temps réel par CPC, mais je pense qu'il faut aller bien au-delà aussi de la surveillance par CPC en utilisant notamment les techniques de mesure par SMPS pour avoir une analyse beaucoup plus fine des profils granulométriques de ces particules et de pouvoir corréler ces profils granulométriques avec d'autres polluants particulaires et gazeux qui vont permettre ensuite d'identifier les sources émettrices. Alors, bien sûr, il faut faire de la recherche, bien sûr, il faut améliorer la surveillance, mais de mon point de vue, en tant que professionnel de santé publique, je pense, comme ça a été dit ce matin, qu'on en sait suffisamment aujourd'hui pour agir et qu'on n'est pas obligé d'attendre encore 25 ans ou 20 ans de recherche pour prendre des décisions en termes de réduction des émissions et de protection de la population. Donc, je termine là-dessus. Les corrélations partielles avec les PUF sont quand même en faveur qu'une fraction des effets qui leur sont attribués, enfin des PM2,5 viennent des PUF. D'autre part, on a vu le champ énorme des risques sanitaires et des particules de 5 sur l'ensemble des fonctions et appareils. Et donc, bien sûr, on se félicite tous, et ça a été souligné à plusieurs reprises dans les présentations précédentes, que les politiques publiques qui ont été menées au cours des dernières années, ont connu un certain succès avec une diminution très significative des polluants réglementés. On parle toujours des polluants réglementés. Cependant, les travaux de modélisation, notamment qui ont été faits par Airparif sur la région Île-de-France, montrent que le chemin à parcourir pour atteindre les recommandations OMS 2022 est encore très long. Et de mon point de vue, l'émergence des PUF comme problématique émergente pollution atmosphérique et santé me laisse penser que le chemin sera encore plus long à parcourir pour arriver à régler la question des PUF en termes de facteurs de risque pour la santé. Merci Philippe Canel. Alors, autre polluant, autre intervenant, nous allons maintenant nous intéresser aux effets des carbones suie avec Béatrice Ferber. En visio. Madame Ferber, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur les effets des carbones suie, ces fameux black carbone? Très bien, les slides sont affichés. J'imagine Pas que encore, ils je arrivent. dois dire slide suivant, c'est ça? A-t-on les diapositives de Madame Ferber? Suspense. Ah, très bien. Ok. Donc, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, désolé, j'interviens en distanciel. Et donc, merci de cette proposition de faire un point sur l'état des connaissances des effets du carbone suie sur la santé. Slide suivant. Alors,
Un petit tour sur la définition. Donc, on parle du black carbon ou carbone suie ou encore carbone élémentaire. Quelles sont les différences éventuelles et subtilités dans ces différentes appellations? Les anglophones, là je vois plus les slides. Bon, je vais prendre mes propres slides. Les anglophones, ils distinguent en fait le black carbon, qui désigne plutôt ce qu'on appelle nous carbone suie, et le carbon black, qui désigne le noir de carbone. Les deux substances n'existent pas à l'état naturel, mais sont formées lors de la combustion incomplète ou par décomposition thermique. Donc pour le noir de carbone, qui sont des particules plus homogènes, plus fines que la suie, c'est des produits qui sont volontairement générés dans certains processus et pour certains besoins industriels. Pour la suie, donc c'est des molécules moins homogènes, plus épaisses, souvent avec beaucoup d'impuretés, avec des taux de goudron plus élevés et qui sont donc issus de la combustion incomplète de combustibles fossiles ou de biomasse. On distingue aussi le black carbone et carbone élémentaire, qui est globalement la même chose, mais qui se distingue par la méthode de mesure. Et aujourd'hui, dans la mesure, c'est davantage le carbone élémentaire qu'on trouve dans certains modèles pour les polluants de l'air. Je m'excuse, j'ai fait une bêtise en envoyant mes slides. Ce n'était pas la toute dernière version, donc je vois qu'il y a des choses qui étaient pas corrigées dans cette version que je vous ai envoyée. Suivant. Voilà, en fait, c'était suivant, c'était la même chose. Voilà. Slide suivant. Voilà. Donc, pour cette utilisation industrielle d'une arme de carbone, qui n'est pas le sujet aujourd'hui, mais vous allez voir, ça a une certaine importance dans la compréhension des effets sur la santé. On l'utilise pour les pneus, ainsi que d'autres produits dans l'industrie du caoutchouc. Le piment noir pour les encres d'imprimerie, comme agent conducteur en électricité, et aussi pour certaines peintures. Suivant. Pour le carbone suie, donc c'est uniquement des sources anthropiques, donc associées à la combustion incomplète de fossiles ou de substances biomasse. Donc, on a tout d'abord les moteurs à combustion, notamment les moteurs diesel, et le trafic présente 56% des émissions de carbone suie. On rentre là-dedans également certaines émissions, certes moindres, mais associées à l'usure des pneus. Ensuite, pour 26% des émissions du carbone suie, on a justement le chauffage résidentiel de biomasse comme le bois ou le charbon. Ensuite, les feux de forêt et de végétation ainsi que les brûlures de déchets agricoles ensemble présentent aujourd'hui à peu près 16% des émissions, mais on s'attend à une évolution de cette partie-là avec l'augmentation des feux de forêt. Et puis, 1% des émissions, c'est également l'industrie associée, notamment comme des centrales à charbon et d'autres industries émetteurs voilà, de combustion de biomasse. Suivant. Si vous voyez une slide, je ne sais pas si vous arrivez à lire, non, juste pour je l'ai pris dans une présentation de la Environment Protection Agency des États-Unis. Vous voyez en fait le plus grand émetteur, en fait devenu pour eux tout ce qui est les feux de forêt, avec notamment cette problématique, et on va y revenir. Suivant. Alors, le black carbone, aujourd'hui, représente environ 5 à 15% des PM2,5, d'après l'OMS. Et ceci
principalement dans la catégorie des PM1, particules ultra fines, donc avec un diamètre inférieur à 1 micromètre. On peut observer des dimensions supérieures à 100 nanomètres pour le black carbone, mais c'est des particules qui correspondent plutôt à une agglomération avec d'autres polluants. Donc, principalement dans les particules ultra fines, qu'est-ce que ça implique pour la compréhension des effets sur la santé? On va être dans des tailles où, en fait, ce n'est pas les ultra fines, c'est les très fines en termes de taille, et on va s'avoisiner à des tailles de particules qui passent aisément la barrière R100 dans le poumon. Suivant. Voilà. De plus de ces effets propres, le black de carbone suie, est aussi un transporteur d'agents chimiques. Donc, il est entouré d'une enveloppe de carbone organique et qui véhicule un certain nombre de substances, un mélange d'hydrocarbures, un brûlé, d'acide, de PCB, d'alcool, de cétone, de soufre, de métaux, et donc est un transporteur d'un certain nombre de substances et qui rentre également dans la compréhension des effets de ces particules. La composition chimique est fonction des sources de combustion, et on pourrait imaginer l'analyse du carbone suie aussi pour déterminer son origine, sa source. La durée de vie dans l'atmosphère s'étend de quelques jours à quelques semaines. Suivant. Alors, historiquement, la problématique du carbone suie n'est pas nouveau, parce qu'on a en 1775 le premier cluster de cancer qui est décrit dans l'histoire par Sir Percival Pott, et qui décrit des cancers du scrotum chez les ramoneurs. Et donc, c'est la première fois qu'on décrit l'effet sur la santé du carbone suie, avec par la suite régulièrement des observations d'associations notamment de cancers en milieu professionnel. Mais c'est important puisque, comme pour beaucoup d'autres substances, l'impact en population est souvent informé d'abord par les connaissances en milieu professionnel. Et donc, on a par la suite description de cancer du poumon, cancer du larynx, cancer de l'œsophage, et on observe, comme pour beaucoup de sujets, une augmentation plus récente des publications dans la littérature. Suivant. Le CIRC, il a classé les carbones suie cancérogènes certains donc dans le groupe 1 en 2012. Là aussi, principalement sur la base des expositions professionnelles. Donc, le carbone suie chez les professionnels du ramonage, associé avec des preuves suffisantes avec des cancers bronchopulmonaires, les cancers de la peau non mélanome, et avec des preuves plus limitées pour le cancer de la vessie, mais également des émissions intérieures associées à la combustion domestique du charbon. Donc, le carbone suie va rentrer dans cette considération aussi, là aussi avec le cancer du poumon, et on observe très aisément on se trouve avec les mêmes pathologies qu'on connaît déjà pour les particules fines, pour les gaz d'échappement des moteurs diesel, et par ailleurs, un certain nombre de substances qui peuvent être véhiculées par le carbone suie sont également classées cancérogènes certains. Et j'ai oublié de mettre ici sur ce slide, en fait, le classement aussi des expositions professionnelles chez les ouvriers dans l'industrie du caoutchouc, qui certainement fait intervenir d'autres substances, mais on retrouve les mêmes types de cancers, à savoir poumon, vessie
également le cancer gastrique et avec des preuves limitées, le cancer de l'œsophage, donc des pathologies qui ont déjà été décrites auparavant associées chez le travailleur à l'exposition au carbone suie. Le carbone noir a été classé groupe 2B, possiblement cancérogène pour l'homme, sur la base de la notion que l'effet inflammatoire qui est engendré par la surcharge pulmonaire chez les travailleurs associés à l'exposition peut engendrer des processus de développement de cancer. Par ailleurs, aujourd'hui, l'exposition prolongée aux suies de combustion, donc associée à la combustion charbon et des produits pétroliers, fait l'objet de 2 tableaux de maladies professionnelles pour la suie de charbon, le tableau 16 bis couvrant le cancer de la peau non mélanome, le cancer bronchopulmonaire et le cancer de la vessie, et puis le tableau RG 36 bis, donc ça c'est tout ce qui est les produits pétroliers pour également le cancer de la peau. Suivant. Madame Ferver, vous avez encore 3 minutes. Parfait. Donc, on a différents types de pathologies autres que les cancers, les maladies respiratoires, les pathologies cardiovasculaires principalement, mais également décrits dans la cohorte Constance, les irritations mécaniques pour les yeux et les voies respiratoires. Une méta-analyse récente conclut à un impact sur les pathologies de la grossesse, notamment en termes de prééclampsie, et puis des problématiques sur le développement du fœtus. Suivant. Alors, il y a d'autres méta-analyses dans la littérature qui essayent de voir est-ce qu'il y a une différence de l'effet du black carbone par rapport aux particules. Et une des conclusions assez cohérentes dans la littérature, c'est qu'il est assez difficile de distinguer l'effet propre du carbone suie par rapport à l'effet des PM en ce qui concerne l'impact sur les pathologies cardiovasculaires, respiratoire, mais également la mortalité. Suivant. Suivant. Ça veut dire qu'on a 75 minutes d'intervention pour 1 heure. Et globalement, on a dans cette méta-analyse-là, publiée dans Environment International par Kiran et collègues, ils ont analysé les pathologies cardiovasculaires et trouve en fait un grand overlap à la fois du risque et des intervalles de confiance, que ce soit pour les effets à court terme ou les effets à long terme de ces expositions, avec quelques variations au niveau des effets cardiovasculaires ou la forme des effets cardiovasculaires. Suivant. Alors, un article intéressant qui s'est posé la question de l'impact sur la mortalité des particules et du carbone suie aux États-Unis, qui observe sur une période de 20 ans une décroissance d'émissions des particules, mais qui, avec une analyse plus fine, observe une augmentation sur les 10 dernières années, ce que vous voyez dans les 2 colonnes à droite dans ce schéma, de l'émission en particules fines et de l'émission au black carbone, notamment à l'est des États-Unis, associée avec l'augmentation du nombre et la durée des feux de forêt dans l'est des États-Unis. Et la modélisation de l'impact sur la mortalité les amène à conclure à une augmentation potentielle de autour de 30% du risque de mortalité, en considérant que le carbone suie aurait des effets plus importants que tout simplement les particules dans leur ensemble. Suivant. Madame Ferver, il va falloir que vous arriviez à la conclusion, s'il vous plaît. Okay. Donc, pour terminer, on a donc plusieurs mécanismes qui ne sont pas, comme on a vu hier, donc plusieurs mécanismes qui sont engendrés par le carbone black, le stress oxydant, l'inflammation, la méthylation d'ADN, des adduits d'ADN, et donc qui sont différentiellement associés avec le développement des pathologies. Suivant.
Donc, en conclusion, le carbone suit au carbone black a une contribution aux effets néfastes sur la santé des PM2,5, avec potentiellement suggéré une plus forte toxicité sur les effets respiratoires, cardiovasculaires et les décès prématurés. Une meilleure surveillance est nécessaire, mais je conclus au même titre que Philippe Quenel précédemment. On peut aujourd'hui considérer qu'on a suffisamment de données disponibles pour agir. Et un point que je n'ai pas pu développer, c'est l'effet potentiel accélérateur en termes de climat du fait de l'absorption de la lumière, de la chaleur, et donc un cercle un peu vicieux pour le carbone suit en termes de contributeurs, en deuxième contributeur aux effets néfastes sur le climat et également augmenté à son tour par des feux de forêt. Et on peut en échanger lors de la table ronde. Merci beaucoup. Merci, Madame Ferver. Alors, on a beaucoup évoqué, notamment avec l'exemple de Montréal, les effets indirects de la combustion plus ou moins complète de la biomasse. Isabella Anesi-Maizano, vous êtes directrice de recherche à l'INSERM et vous allez nous présenter les enjeux en termes d'amélioration des connaissances des particules imputables à la biomasse. Tout le monde voit les diapos, non? Pas vraiment. Donc, en tout cas, j'en profite pour remercier. Peut-on projeter les diapos? Bien sûr, les organisateurs, qui sont, ou le sexe ratio, comme disait Franceline, est en faveur des femmes, donc c'est une bonne chose. Et voilà, toujours pas de... Ou il faut que je mette... Voilà, mes conflits d'intérêts. En tout cas, moi, je suis épidémiologiste, donc je vais vous présenter mon point de vue avec autant que possible des données, des méta-analyses. Il y en a très peu, vous verrez. Et je commence par définir la biomasse, vous dire quelle est la proportion des êtres humains qui sont exposés à la biomasse. Les effets sanitaires, beaucoup ont été déjà évoqués dans le cas des ultrafines et du black carbone. Et puis, quelques données sur est-ce qu'on peut faire quelque chose en prévention. Et puis, je pense que ça sera peut-être plus pour la table ronde, parce que j'ai l'impression que le temps court. Donc, la biomasse, en fait, ce n'est pas seulement le bois qu'on brûle au Canada, c'est toute matière végétale et animale. C'est les excréments d'éléphants, hein, pour vous dire, 100 kilos par pièce, donc qui brûlent bien, hein, et qui sont gratuits et qu'on trouve dans la nature, parce que la biomasse, elle est utilisée vraiment au niveau mondial. Et depuis longtemps, c'est la première source d'énergie. Ici, vous voyez, elle a été utilisée. En fait, c'est la grotte de Chauvet, pour ceux qui connaissent. C'est le charbon de bois qui a été utilisé pour faire des peintures qui sont magnifiques. Donc, on recyclait autant que possible cette biomasse. Et quand on voit la transition énergétique, ça commence avec la biomasse en 1800, pour ensuite seulement laisser la place au pétrole, hein, au début, et puis aussi à d'autres fuels, disons, combustibles. Et en tout cas, la consommation de la biomasse reste toujours assez constante. Alors, à droite, vous avez des exemples de combustion par biomasse. C'est pour ça qu'on va parler beaucoup des femmes, hein, qui sont très exposées. C'est les femmes qui font la cuisine, mais c'est la paille, ce sont les incendies. Et on a parlé ce matin beaucoup de multipollution. Et bien voilà un bel exemple. Regardez la liste. Il y a 200
composants, mais il y a surtout les particules ultra fines. Et puis la dernière ligne, on en a parlé aussi, ce sont les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Et là, on surligné en jaune, il y a ceux que je considère le plus dangereux, mais vous voyez, il y a de tout. Et je pense que chacun parmi vous peut faire à la part des choses. Alors, ça a été dit, je le dis d'une façon différente, ces particules ultra fines, vous voyez, il y a le nombre relatif. Et en fonction de la taille, donc plus la particule est grosse, moins il y a de particules. Philippe nous a montré ça, c'était très élégant. Et la masse, vous voyez, il n'y a pas de masse. C'est la raison pour laquelle il faut dénombrer ces particules pour les mesurer. Et autre façon Philippe aussi a montré ça, à parité de masse, 10 microgrammes par mètre cube, en fonction du diamètre, on a un nombre qui augmente. La dernière ligne, ce sont les ultra fines. On a 2,5 millions pour 10 microgrammes par mètre cube de particules. Et on a aussi une surface très importante, et c'est cette surface qui est une surface d'adhésion. Alors, qui utilise la biomasse? Beaucoup de gens. Regardez la map à droite. Bien évidemment, sont 3 milliards de personnes. Dans les pays en voie de développement, c'est pour faire de la cuisine, de chauffage et aussi la lumière. Et dans les pays industrialisés, c'est la grosse surprise. On l'utilise aussi. Et puis, il y a les incendies et bien sûr, il y a les expositions professionnelles. Et à droite, petit en vert, je ne sais pas si vous voyez, sont les projections pour 2030. Et ça va augmenter en Afrique, bien sûr, c'est le vert plus clair. Donc, on n'est pas prêt d'avoir une inversion. Et on verra que ça augmente. Alors, on a l'impression que c'est à l'intérieur des locaux, mais en fait, non, vous voyez là, qu'est-ce qu'elles font nos cheminées? Ils font sortir de la fumée, et cette fumée, elle est en train d'augmenter en Europe, parce qu'on va vers, disons, pour des raisons socio-économiques, vers l'utilisation, une augmentation de l'utilisation du bois. Et si vous voyez là, 2000 et 2020, mais c'était 2022, de toute façon c'est pareil, on ira, ça c'est l'Europe des 28, là on aura 38% d'utilisation de cette masse. Et quand on voit les concentrations, et en bas, vous avez l'OMS, 5 microgrammes par mètre cube. Alors, dans les pays en voie de développement, on est entre 300 et 5000. Ça, ce sont des données au Kenya et en Inde. Et dans nos maisons à nous, quand même, on arrive à 100, entre 100 et 500. Donc, c'est énorme. D'accord, hein? Et moi, ça, je le sais parce que j'ai donné à des patients, malheureusement, des petits capteurs de pollution, patients de fibrose pulmonaire idiopathique, et j'ai vu qu'ils avaient 500 parce qu'ils avaient allumé la cheminée. On les appelait alerte et ils ont arrêté cette exposition. Cette planche, elle est de l'Environmental Health Agency et européenne. Bien sûr, elle nous dit, c'est la première... Là, la première colonne, dit que c'est l'énergie, c'est le résidentiel qui donne les PM2,5. Pour la France, le CITEPA nous dit qu'on arrive à 62% de particules fines et même 71% d'ultra fines. Et on pense que c'est moyenne, mais à Marseille, ça c'est pour mon ami Pierre Souvé, vous avez 53 en période de chauffe, 53% de la combustion responsable des particules fines. Donc, ça fait beaucoup. Ça, je pense, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est un article assez important pour l'Europe. Nature se sont défoncés avec d'autres collègues qui ont montré aussi que l'aérosol organique biogénique a été composé en majorité
par de la biomasse qu'on a. Alors, quelle est la charge en termes de maladies? Il y a eu un sondage de l'ADEME qui a trouvé que seulement 6% des gens pensaient que le brûler du bois était dangereux. 6%. Et en fait, les risques sont là. Malheureusement, les données ne sont pas suffisantes. Je suis bien triste en le disant, mais la pollution liée à la biomasse est une des 10 menaces de notre santé. 4,3 millions personnes meurent de cette pollution, surtout dans les pays en voie de développement. Et dans l'Europe des 28, le bois et le charbon est responsable de 60 000 décès. Alors, on a vu déjà cette planche, donc j'insiste pas, seulement pour ajouter, vous voyez la maquette à droite, vous voyez que ça passe aussi par une voie qui n'est pas celle du sang, mais la barrière hémato-encéphalique. Et ça peut mettre en jeu des maladies neurodégénératives. Bien sûr, il faut le démontrer, mais il y a là une voie importante. Et on connaît les phénomènes, c'est l'interstitiation et le bloodstream. Alors, quels sont, là vraiment c'est résumé, j'ai encore 6 minutes, donc j'espère y arriver. Surtout les maladies respiratoires, les infections chez l'enfant, la BPCO, cancer du poumon, les maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires. Moins attendu peut-être la cataracte, mais il y a plein de données sur ça. Ça, c'est les pays en voie de développement. Et dans les pays industrialisés, on a plus ou moins les mêmes... Et puis, quand on va en termes de les incendies, il n'y a pas de méta-analyse. Hein. Et moi, j'ai fait par contre une méta-analyse chez les pompiers et j'ai rien trouvé, mais c'est ce qu'on appelle, je pense, l'effet du travailleur sain, des healthy work effect, parce que c'est après qu'on verra peut-être des choses en lien avec l'exposition. Voilà, ça, pour vous rappeler que c'est vraiment un problème de santé publique, parce qu'au Canada, 14 millions d'hectares en brûlés, quand la France fait 54 millions. Donc, c'est énorme. Ce qui a brûlé, d'ailleurs, ça se voit, la figure là, elle parle bien, et ces jours-ci, on a à nouveau les incendies au Chili. Pour les infections respiratoires, voilà une méta-analyse bien faite qui montre un risque accru de 66% chez l'enfant. Pour la BPCO, qui est cette maladie très grave, parce qu'elle va devenir la 4e cause de mortalité dans le monde, hein. Et là, avec 3 millions de décès, on pense qu'elle est liée au tabac, pas seulement à la profession, mais aussi à la combustion du bois à la maison. Et voilà une méta-analyse qui montre un risque accru de 38%, et c'est surtout chez les femmes. Et c'est un bon sujet parce que les femmes ne fument pas, et on a même isolé les femmes dont le mari ne fumait pas. Donc, c'est vraiment la biomasse. Mais en tout cas, là, nous ne pouvons pas parler d'études de cohorte, comme Philippe mentionnait. Non, on est vraiment loin du compte. Pour les maladies cardiovasculaires, aussi une méta-analyse qui montre un risque qui est entre 2 et 4 fois supérieur. Et puis aussi une grande étude, 77 000 personnes, vous voyez, qui avaient, lorsque exposés à la biomasse, avaient une augmentation de la tension artérielle. Pour le cancer, plusieurs méta-analyses, mais je vous parle du cancer du poumon parce que c'est le premier cancer. La biomasse pour le cirque est groupe 2A, donc
cancérigène probable, hein, et la méta-analyse a trouvé un effet à la fois chez les hommes, chez les femmes et global. Et puis, heureusement, ça c'est pour notre ami anglais ici, heureusement qu'il y a The Guardian qui nous fait la synthèse de toutes les études. Cette étude a montré que c'est américaine, hein, une grande population, un risque accru de 43%. Et quand les femmes utilisaient au moins 30 jours de suite, le risque était 70 fois supérieur. Alors, rapidement, j'ai 2 minutes sur la remédiation, mitigation, adaptation. On a l'impression que c'est facile. On change les poils, hein, on utilise des pellettes et on met de la ventilation. Mais avant ça, il faut de la prévention primaire. Chez les femmes, il faut qu'elles comprennent surtout qu'il ne faut pas être exposées et donc en ouvrant la ventilation. Il y a eu des essais d'intervention, hein, qui ont marché dans le cas de la BPCO et du petit pois à la naissance. Pas dans le cas des infections de l'enfant et pas dans le cas de l'asthme. Je vais vite parce que là, le temps court. Pour les pellettes, vous savez que c'est un marché qui est en train d'exploser, hein, parce qu'on est à 15... à 60 millions, pardon. Et en fait, ça contient de tout. Et insistons aussi sur le fait que ça contient des métaux. Hein? Et là, vous avez différents types de pellettes et les métaux sont toujours présents, tout comme les HAP avec 11 différents types testés et trouvés, ce qui, bien sûr, doit nous poser de problèmes. Alors, pour finir, je pense, et je suis dans les temps, la biomasse est vraiment largement utilisée, tantôt dans les pays développés, tantôt chez nous, hein, et elle pollue à la fois à l'intérieur et à l'extérieur des locaux. Les études, malheureusement, sont insuffisantes, et d'autant plus les études d'intervention. Il faut étudier davantage le pellet. Et là, il y a des données de l'ADEME assez intéressantes pour montrer que le pellet produit beaucoup de CO2, mais malheureusement, cette étude à laquelle je fais référence n'avait mesuré que les PM10. Donc, pas de mesure des... Alors, évidemment, je termine en disant qu'il faut aller vers des étapes régulatoires et j'insiste, tout d'abord, il faut mesurer les ultrafines. Alors, je sais qu'à Paris fait les mesures, il y a des ASCA qui le font, mais ça devrait devenir la norme. Et une fois qu'on a ça, il faudrait des guidelines, des recommandations. Et puis, il faut passer aussi à des recommandations pour l'intérieur des locaux. Voilà. Et je vous remercie. Pardon. Merci Isabella Nesi-Maizano. Nous allons poursuivre sur les effets des particules et notamment nous intéresser aux PUF et au black carbone avec Marion Kersbulk, chef d'unité à l'ANSES. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je voulais d'abord remercier Atmo Occitanie, Atmo France et Ineris pour me permettre de présenter les travaux d'expertise de l'ANSES qui ont aussi dressé un état des connaissances sur les effets sanitaires des particules ultrafines et du carbone suie. Je vais essayer d'être pas redondante par rapport à ce qui a déjà été dit par Philippe Quesnel et aussi Béatrice Ferver. Mais donc l'intérêt aussi, c'est de montrer que l'agence formule des recommandations en appui aux politiques publiques en vue de protéger la santé des populations. Donc justement, revenir un petit peu sur les missions de l'agence pour pouvoir vous expliciter les activités que mène l'ANSES dans le cadre de la pollution de l'air. Donc le camembert central montre les principales missions de l'ANSES. En haut à gauche, vous avez l'évaluation des risques sanitaires. Et donc pour la pollution de l'air, l'agence réalise une expertise collective indépendante. Et pour cela, elle a mis en place un comité d'experts spécialisés
qui est en charge de l'évaluation des risques liés au milieu aérien et dont le premier mandat remonte à 2005. Mais l'agence aussi contribue à la production de connaissances scientifiques. Et là, dans le domaine de la pollution de l'air, on n'a pas des laboratoires de recherche à l'ANSES, mais on finance des projets de recherche. Agnès Lefranc a cité justement le programme national recherche, environnement, santé, travail, PNR-EST, qui est mis en place depuis 2006 et qui a un montant de financement de l'ordre de 6 à 8 millions d'euros et qui a permis donc de financer une quarantaine de projets dans tout le champ de la santé, environnement, travail. Mais donc pour les projets concernant la pollution de l'air, depuis le début de ce programme, on a recensé 126 projets de recherche financés par l'ANSES. Et il y a également l'activité de vigilance et de surveillance qui a amené la mise en place d'études spécifiques. Donc mon collègue Fabrizio Botta a parlé ce matin de toutes ces études financées dans le cadre de la phytopharmacovigilance qui ont permis justement de mieux documenter l'exposition aux pesticides et notamment dans l'air ambiant. Donc moi, je vais développer plus particulièrement l'expertise collective de l'ANSES dans le domaine de la pollution atmosphérique. Donc je vous parlais de ce comité d'experts spécialisés. Donc il est pluridisciplinaire, il est composé de plus de 20 experts ayant des compétences en épidémiologie, en toxicologie, en médecine, médecine du travail, pneumologie, allergologie, mais aussi des spécialistes de l'évaluation des risques, de l'exposition, des biocontaminants. Et son champ d'expertise est large. Il s'intéresse à l'air ambiant, la pollution atmosphérique, mais aussi aux environnements intérieurs, où on peut être exposé via l'air intérieur, mais aussi via les poussières qui sont au sol. On a parlé justement de la volatilité, de la propriété des substances chimiques qui peuvent se volatiliser dans l'air, mais qu'on peut aussi retrouver adhérer à des particules, et ces particules peuvent être au sol. Et c'est une source particulièrement importante pour les enfants qui sont amenés à être très souvent au sol et mettent souvent leurs mains à la bouche. Et les travaux donc, d'expertise de l'ANSES et de ce comité couvrent à la fois les risques pour la population générale, mais on s'intéresse aussi aux travailleurs, qui peuvent être exposés aussi via leur activité, mais aussi via la pollution de l'environnement où ils travaillent. Donc la frise du bas pour vous montrer que notre collectif d'experts est renouvelé régulièrement. Donc c'est toutes les dates de mandat de ce collectif d'experts qui, en 20 ans, a publié plus d'une trentaine de rapports d'expertise. Donc là, uniquement sur la pollution atmosphérique, donc que sur l'air ambiant. Et j'en profite d'avoir la parole pour vous faire un petit moment de pub, puisque actuellement l'ANSES renouvelle plusieurs de ses collectifs d'experts pour une durée de 4 ans, donc il sera installé après l'été 2024 pour une durée de 4 ans, et donc il y a plusieurs collectifs d'experts, dont celui dans le domaine de l'air. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir me voir pour avoir des précisions sur le travail d'expertise collective, et sinon consulter le site de l'ANSES. Donc là, un panorama des expertises qu'on a pu conduire en appui à la surveillance de la pollution de l'air extérieur. On s'est à la fois intéressé à des agents biologiques. On a réalisé plusieurs expertises sur les pollens et moisissures dans l'air ambiant, qu'on a un petit peu évoqué hier dans la première journée. Au milieu, ce sont les expertises qu'on a réalisées avec ce CES sur les pesticides dans l'air ambiant qui ont été cités par mon collègue tout à l'heure, et également des expertises sur les polluants chimiques, à la fois sur les valeurs pour la protection de la santé publique, et puis aussi des problématiques de polluants émergents dans l'air ambiant, et puis les particules dont on parle beaucoup. Donc là, justement, sur les particules de l'air ambiant, les premiers travaux qu'a réalisé l'agence, à l'époque, c'était l'AFSE, c'était l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement, a porté sur l'impact sanitaire de la pollution atmosphérique. Donc, comme l'a dit Philippe, l'impact sanitaire, c'est une quantification, c'est un nombre de décès attribuables. Et là, le travail a été réalisé avec des experts de Santé publique France pour estimer le nombre de cas de décès attribuables aux particules fines, donc les PM2,5. Et ce travail a été réactualisé à plusieurs reprises et récemment par Santé publique France. Ensuite, on a travaillé en appui à la définition de seuils d'information et d'alerte. Donc là, on est plutôt sur des valeurs qui permettent de protéger d'effets à court terme. Et là, c'est aussi une spécificité française d'avoir des valeurs pour les PM10 et PM2,5, ce qui n'est pas demandé au niveau européen.
Et donc, c'est à partir de 2018 et 2019 qu'on a commencé à s'intéresser à d'autres paramètres, indicateurs de pollution particulière, mais pas que, et que les particules ultrafines et le carbone suie est ressorti de nos travaux d'expertise et que je vais développer par la suite. Juste pour signaler aussi qu'en 2023, l'agence a proposé des valeurs toxicologiques de référence pour les particules de l'air ambiant. Donc là, on a aussi cité le besoin d'avoir des référentiels sanitaires. Et pour cela, il est nécessaire aussi d'avoir des informations au-delà des effets sur la santé, mais sur la relation dose-réponse et ou concentration risque, selon qu'on parle d'études épidémiologiques, pour pouvoir réaliser ce genre de valeurs. Et là, ces valeurs n'existaient pas jusqu'à présent pour les PM2,5 et PM10. Donc pour ce qui est des effets sanitaires des particules fines et des carbones suie, alors dès 2018, l'agence a identifié ces polluants comme prioritaires en vue d'une surveillance, justement au regard des effets sanitaires de ces indicateurs. Donc cette expertise, elle portait plus largement sur l'identification, la hiérarchisation et la catégorisation des polluants non réglementés. On ne s'intéressait pas à tous les polluants dont on parlait beaucoup hier. Et donc, on s'est basé aussi sur les résultats de rapports de l'OMS qui montraient déjà des effets sur la santé. Donc, ils ont été cités par Philippe et Béatrice, des effets respiratoires, cardiovasculaires, l'hospitalisation, la mortalité toute cause pour le carbone suie, et pour les particules ultrafines, des effets cardiovasculaires et neurologiques, mais avec une littérature assez limitée. En 2019, on a approfondi les connaissances sur les effets sanitaires en s'intéressant à tous les composants des particules, toutes les sources, mais aussi les différentes granulométries des particules. Et pour ce travail, on a réalisé une évaluation du poids des preuves. Donc c'est une méthode assez sophistiquée et robuste pour évaluer les données existantes. Et pour faire écho aussi à ce qui a été dit hier par la représentante de l'OMS, qui disait que l'élaboration des dernières valeurs guides avait duré 5 ans, cette expertise a duré 4 ans à l'ANSES. Et donc là, la figure représente les conclusions des indications d'effets sanitaires qui ont été évaluées soit comme forts, modérés, faibles, inadéquates, en fonction de l'analyse du corpus de données. La figure ne représente que les données épidémiologiques, mais dans cette expertise, on avait aussi évalué les preuves venant des données toxicologiques. Donc là, ce que vous pouvez voir sur ce graphique, pour le carbone suie, on a conclu à un niveau élevé, fort, d'indications sanitaires pour la santé respiratoire, donc les poumons là sont noirs, pour la première colonne, mais aussi cardiovasculaire et l'hospitalisation toute cause. Et ça, c'est en lien avec une exposition à court terme. Pour l'exposition à long terme, on a conclu à une indication forte d'effets sanitaires pour la mortalité toute cause. Et j'ai oublié de le préciser, le N dans chaque carré représente le nombre d'études épidémiologiques qui ont été, sur lesquelles repose cette conclusion. Donc vous voyez là aussi que le carbone suie fait l'objet de plus importantes publications que les particules ultrafines, où là on a conclu à une indication modérée d'effet sur la santé cardiovasculaire pour l'exposition à court terme et modérée. Alors, une suggestion d'effets neurologiques. Donc là, c'est aussi des effets sur le développement de la fonction cognitive chez l'enfant, qui se base uniquement sur une étude épidémiologique pour l'exposition à long terme. Donc, les conclusions de l'agence sont tout à fait cohérentes avec ce qui vous a été présenté aussi par mes autres confrères. Et donc, sur la base de ces travaux, l'agence a recommandé de renforcer la surveillance des particules ultrafines et carbone suie, donc ça, depuis 2019, pour compléter et pérenniser l'acquisition de données dans l'air ambiant, mais aussi de les considérer dès à présent comme priorité des politiques publiques dans le cadre de la surveillance, mais aussi de la réduction des émissions. Donc aujourd'hui, on a des arguments pour déjà agir et réduire les émissions polluantes, mais ça je ne suis pas la première à le dire. Et on a aussi souligné la nécessité de poursuivre les efforts de recherche sur les effets sur la santé.
Mais pour aussi les autres indicateurs particuliers. Et là, ça me permet aussi de répondre à une question qui a été posée hier. On a aussi expertisé le potentiel oxydant dans le cadre de ces travaux d'expertise et on a montré que c'était une littérature émergente avec aussi un nombre limité d'études. Après, c'est un paramètre qui est mesuré depuis quelques années et on encourage aussi à étudier le caractère prédictif du potentiel oxydant des particules en termes d'effets sur la santé. Alors pour vous montrer aussi que tout ça est cohérent par rapport à ce qui est dit de façon plus large sur les particules de l'air ambiant, mais il faut pas. L'agence a quand même aussi souhaité rappeler que ces conclusions ne remettaient pas en cause les connaissances sur les effets sur la santé des particules, les PM10, PM2,5, pour lesquels ça a été montré. Il y a un nombre important de données dans la littérature et qui fait qu'aujourd'hui l'OMS met régulièrement à jour ces valeurs guides. Et les valeurs guides de l'OMS, c'est vraiment une base scientifique pour établir des valeurs protectrices pour la santé. Et dans sa dernière édition, ils ont justement fait des recommandations de bonnes pratiques pour les particules fines et le carbone suisse, mais on soulignait que les données étaient insuffisantes pour pouvoir établir des valeurs guides comme pour les PM2,5 et PM10. La frise du bas montre justement aussi la temporalité des textes de la réglementation européenne. C'est les différentes références des directives qui encadrent aujourd'hui la surveillance de la pollution de l'air. Et aujourd'hui, donc, on est dans un temps fort de révision où justement il est aussi proposé la mesure des particules ultra fines, du carbone suie, du potentiel oxydant et de l'ammoniac dans des supersites. Donc là, juste pour rappeler que derrière les bonnes pratiques de l'OMS pour les particules fines et le carbone élémentaire, les propositions aussi encouragent à faire des mesures systématiques de ces polluants, mais aussi de déjà agir sur les sources, de les identifier et de les réduire, et aussi de renforcer les recherches sur les connaissances sur les effets sur la santé de la pollution de l'air. Je vous remercie. J'en ai fini. J'ai laissé du temps pour la table ronde. Merci beaucoup, elle en aura besoin. Nous organisons une table ronde de façon un petit peu différente de ce que nous avions prévu. On va faire une rapide introduction et vous aurez un tout petit peu de temps pour dialoguer avec les panélistes, y compris ceux qui sont en ligne, en vidéo. Pierre Souvet, on arrête avec ses antisèches. Oui, c'est toujours les autres, bien sûr. Donc la question sera la même pour tout le monde, c'est quelles sont, pour vous, aux places que vous occupez, les deux mesures les plus urgentes à prendre pour réduire le risque imputable aux particules ultra fines et au black carbon. Pierre Souvet, au hasard. Bon, d'abord, je voulais saluer M. Godefroy, parce que je suis un ami de François Reeves, qui a fait le livre il y a très longtemps, Cœur et pollution. Et il est très actif au Canada, c'est le neveu d'Hubert Reeves, donc je salue les Canadiens qui sont à la pointe. Deuxièmement, comme François Reeves est cardiologue et moi aussi, je répète inlassablement que c'est les maladies cardiovasculaires qui sont le premier facteur de mortalité dû à la pollution de l'air. Je voulais parler de deux choses. Des centrales biomasse. Et donc, avec ces émissions de PUF qu'on ne calcule pas vraiment, il y a eu une modélisation d'une centrale biomasse dans la vallée de Chamonix, qui est une petite centrale biomasse, qui montre qu'avec les techniques de filtration actuelles, vous allez avoir plus de rejets de poussière. Le micro. Plus de rejets de poussière, plus de rejets d'oxyde d'azote, plus de rejets d'hydrocarbures aromatiques cancérigènes, en l'occurrence c'est le benzoapyrène. Donc l'ADEME favorise inlassablement les centrales biomasse, et comme nous leur disons, pas n'importe où, pas n'importe comment, notamment dans les zones de plan de protection de l'atmosphère, puisque c'est assez incohérent. Or, l'information passe mal. Il faudrait que les filtrations soient beaucoup plus faibles que la réglementation actuelle, en l'occurrence 10 mg par nanomètre cube, au lieu de 50 à l'heure actuelle, pour qu'il y ait une stabilisation. Et je ne parle pas des gaz à effet de serre, qui normalement c'est une amélioration, mais vous savez qu'ils sont neutralisés dans les centrales biomasse. Donc, message aux élus,
regardez cette étude sur une petite centrale, 1,5 MW, et ne vous lancez pas dans une zone à risque dans ça. Sur l'histoire du voisinage, moi j'ai un voisin, comme à Montréal. Donc là aussi, il faudrait une distance minimale en région semi-rurale, enfin, moi je suis à demi-campagne, pour pas que je respire cette bonne odeur de barbecue quand je vais me coucher, ce qui est assez désagréable. Le deuxième point, c'est le nouvel, puisque la formation des acteurs de santé comme les élus est très insuffisante, comme les professionnels de santé, Pierre-Michel Perrineau l'a rappelé, c'est le nouvel indice proposé par Atmo France, Atmo Sud, notamment qui est à l'origine, le nouvel indice de sensibilisation d'information des populations, un indice cumulatif. Ça fait 15 ans et enfin, ils portent ça, c'est formidable. Madame Hervieux est partie, mais elle a écrit avec Atmo France à tous les députés européens. La lettre est partie. Donc c'est un indice qui cumulera les oxydes d'azote, les particules de 5, en s'occupant des PUF, bien sûr, en les mesurant, les hydrocarbures, etc. Et même dans les zones industrielles, comme à Atmo Sud, eh bien, il y aura des mesures de polluants industriels, comme dans les zones agricoles, il peut y avoir des mesures de pesticides qui pourront être ajoutées. Donc nous soutenons, en tant qu'association de professionnels de santé, l'initiative d'Atmo France sur cet indice ICARE que j'espère le gouvernement prendra en compte. Merci Pierre Souvé. François Chollet. Écoutez, bon, merci de me donner la parole. Moi, je voudrais intervenir sur deux points. D'abord, les particules ultra fines, et merci aux orateurs, hein, M. Canel en particulier, et les autres aussi, d'avoir, à destination de tout le monde, mais en particulier des élus, clarifié un peu les choses. On a très bien vu le gap qu'il y avait entre ce fort corpus de données scientifiques pour les particules les plus grosses et puis le caractère plus récent et plus limité pour les particules ultra fines. Et l'incertitude que vous décrivez est tout à votre honneur, et nous on est friands de ça parce que ça veut dire qu'il nous faut mesurer, et on est heureux que Atmo Occitanie sur notre territoire commence à mesurer les particules ultra fines, et on est heureux aussi d'affirmer qu'il faut accroître la connaissance. Et ça, c'est un élément important. Alors le deuxième point que je voulais souligner, ça concerne la biomasse. Ce pays, cette ville, investit dans la biomasse. Nous sommes en train d'installer des centrales biomasse de forte capacité sur Toulouse Métropole. Nous sommes, je prends cet exemple toulousain qui est assez simple, nous avons développé des réseaux de chaleur, à peu près 500 gigawatts de réseau. C'est un gros réseau qui est alimenté par une centrale de combustion d'ordures ménagères, mais qui est supplémenté par des centrales biomasse. Et ce soir, quand je vais vous quitter, je vais dans une réunion publique défendre l'installation d'une centrale biomasse. C'est quelque chose qui est compliqué, et je dirais même plus que ce pays, dans sa politique de planification écologique et de transition écologique, privilégie la biomasse. Ce que j'entends ici, j'avais quelques échos avant, mais ce que j'entends ici assez clairement de la part des scientifiques et des spécialistes qui sont là, c'est que cette affaire n'est pas neutre et n'est pas réglée. C'est pas faute d'avoir stimulé l'ADEME. Ça fait 1 an et demi qu'on est avec eux et que je ne sais pas s'il y a des représentants de l'ADEME ici, mais qu'on essaie d'interagir avec eux pour avoir, et d'ailleurs il y a une prise de position récente de l'ADEME en faveur de la biomasse. Donc là, moi, l'appel que je lance aujourd'hui, c'est vraiment clarifions les choses. Il est très important, vous m'avez fait passer hier soir ce compte-rendu, effectivement, on ne part pas là-dessus. Là. Ce que j'ai défendu tout à l'heure, c'est pas ça. Hein. Donc là, vraiment, on a besoin, il y a urgence de clarifier les choses. Ça, c'est pour la centrale de la biomasse en général, avec les grosses centrales que nous développons. Mais il y a aussi, je l'ai évoqué rapidement hier à la précédente table ronde, la question des foyers privés. J'ai vu M. Godefroy et l'initiative qui a été prise par Montréal, la ville de Montréal, pour identifier et demander une déclaration des foyers.
on est loin de ça ici. Quel est, sur Toulouse et sur l'agglomération, le poids des foyers individuels dans la production de particules fines? Il faut qu'on avance là-dessus. Si on veut vraiment s'attaquer à cette question-là, je pense qu'il faut qu'on avance là-dessus. Donc vous voyez, il y a un contraste entre, d'un côté, la question des déplacements qu'on a abordé hier, qui est relativement réglée sur le plan du concept, et je trouve ici une ambiguïté sur la question de la biomasse qui est totale. Alejandro Colza, what should we do? Mr. Now. Paris, what would you do? Thank you. I want to start by saying thank you to the translation Eh team. bien, 'Cause tout they really d'abord, helped me. je voudrais remercier l'équipe d'interprètes qui m'ont aidé à suivre tous vos débats et qui m'ont permis de comprendre toutes les présentations. Merci, monsieur. Donc, d'un point de vue, scientifique, il faut plus de preuves et bien sûr, pour cela, il faut comprendre les ressources et les sources et quel est leur impact. Comment on peut continuer à explorer les informations que nous avons pour pouvoir informer tous nos citoyens. Et ensuite, quels sont les types d'interventions qui fonctionnent vraiment. Donc, c'est toujours très important de savoir, par exemple, qu'à Londres, pour ce qui est du black carbon, on a constitué un réseau qui est un ensemble de stations où l'on dispose de données historiques déjà depuis les années 1920, parce qu'on sait que donc désormais le black carbon a beaucoup chuté tout au cours du XXe siècle, mais au cours des 10 à 15 dernières années, on a vu de nouveau ces valeurs augmenter en raison de la nouvelle tendance à brûler du bois. Évidemment, c'est une tendance qui est plutôt, qui se voit plutôt dans les classes supérieures, si je peux dire, parce que c'est pas tout le monde qui peut se permettre une cheminée en ville, mais ce brûlage de bois peut arriver jusqu'à 17% des émanations à Londres et vient en deuxième lieu derrière le transport. Donc, le contrôle des cheminées se fait par des normes qui ont été fixées au Royaume-Uni, mais qui, à mon avis, sont un petit peu trop faibles. Donc, on fixe effectivement des minimums de filtration pour les dispositifs qui sont vendus, les poêles et autres, et qui produisent pourtant 300 fois plus de pollution que si on utilise un chauffage au gaz ou électrique. Donc, ce n'est donc pas quelque chose de sain comme source de chauffage. Et puis, en plus de définir les normes, la mise en œuvre des actions au niveau local, au niveau on va dire des cantons, fait qu'il n'y a pas les moyens financiers pour arriver à mettre en œuvre ces normes, pour arriver à les appliquer. Donc, ce que nous avons fait au niveau de Grand Londres, c'est de financer des campagnes de communication avec des stratégies de communication pour arriver à susciter la prise de conscience du danger des cheminées à bois, parce qu'on a l'impression que c'est écologique, ça ne l'est pas, que c'est moins cher, ça ne l'est pas, et que c'est bon pour la santé, ça ne l'est pas. Donc c'est très important. Et en deuxième lieu, on a essayé de créer des boîtes à outils pour continuer à expliquer les choses et surtout à communiquer sur cette chose. Et puis, en plus, on fait beaucoup de formation auprès on va dire, des employés, des employés municipaux et autres, et des institutions pour qu'ils soient informés. Voilà ce que l'on fait donc pour les cheminées, mais il y a aussi d'autres choses que l'on continue à explorer. Par exemple, on a parlé dans une des présentations des feux de forêt, par exemple. Alors, évidemment, ça ne devrait pas être un problème à Londres, mais pourtant, avec le changement climatique, ça va le devenir. Parce que en 2022, on a eu jusqu'à 42 degrés, une température jamais vue. Et dans cette même semaine-là de canicule, les pompiers de Londres ont eu autant de travail, même plus qu'à l'époque des bombardements de Londres en 1942, parce qu'il nous faut comprendre maintenant aussi ce qui va se passer si ces vagues de chaleur continuent, que va-t-il se passer au niveau local et quels sont les risques réels d'incendie. Et puis, il faut aussi savoir que la plus grande source de PM2,5, ce n'est pas le transport à Londres, ni la cheminée, mais ce sont les cuisines
commercial. En fait, les cuisines, les restaurants représentent 60%. Donc c'est là aussi quelque chose qu'il faut comprendre. Quelles sont les politiques, les interventions que l'on peut entreprendre pour arriver à compenser ces émissions? Philippe Quesnel, 2 mesures rapides et faciles à mettre en œuvre. Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre directement à cette question. Je voulais quand même rebondir sur votre commentaire tout à l'heure. Bien sûr qu'il faut continuer de produire des connaissances, bien sûr il faut continuer à produire de la recherche qui va éclairer les décisions, mais je crois qu'aujourd'hui on en sait beaucoup sur la pollution atmosphérique. Je repars le commentaire de Madame Lepage qui disait que juste avant la loi sur l'air, en 1993, la publication d'Air Pur, donc une étude qui avait produit les premières estimations de mortalité liées à la pollution atmosphérique à Paris en 1993, et je faisais partie de l'équipe qui avait publié les résultats. Elle disait on en savait beaucoup à l'époque. Non, à l'époque on n'en savait pas beaucoup. On s'intéressait modestement aux impacts sur la mortalité respiratoire, point. Ce n'est que 10 ans après qu'on a réalisé que c'était l'appareil cardio-circulatoire qui était probablement le principal cible des effets sanitaires. Et puis les années qui ont suivi, dans les décennies qui ont suivi, on s'est intéressé aux effets neurologiques, et puis aux effets sur la reproduction, et puis les effets sur le développement du jeune enfant, et puis sur l'appareil endocrinien, et puis tout récemment, Robert Barocchi nous parlait des effets hépatiques. Donc aujourd'hui, que la pollution atmosphérique ait des effets sur la santé, c'est établi. C'est établi. Je pense qu'il faut arrêter, d'avoir une course sans fin à essayer de savoir au sein de la pollution atmosphérique quel est le responsable. Il y a 30 ans, on parlait des fumées noires, ensuite c'était les PM10, ensuite les PM2,5, aujourd'hui on est sur les particules ultra fines. Francine nous disait, demain il faudra aller sur les substances qui sont absorbées à leur surface. Voilà. Et quand on aura identifié les phtalates, il faudra encore aller plus loin. Donc c'est une course sans fin. Moi je pense qu'aujourd'hui, la question n'est plus tant de savoir quelle est la signification sanitaire de chacun des indicateurs. À mon avis, la priorité, c'est d'avoir des indicateurs pour identifier les sources. C'est ça, à mon avis, en termes de santé publique, si on veut vraiment être efficace sur la réduction des risques pour la santé, il faut avoir des indicateurs de source. C'est pour ça que je suis un peu sceptique, moi, sur les indicateurs, sur le potentiel oxydant, par exemple, ou autre, parce que ça ne nous donne rien sur la manière de là où il faut agir. Par contre, par exemple, pour les particules ultra fines, je pense qu'avec les techniques de mesure dont on dispose aujourd'hui, on commence à être capable d'établir des profils granulométriques qui deviennent spécifiques de certaines sources. Et donc, ça va permettre effectivement d'établir des cartographies qui vont permettre justement d'aller voir où est-ce qu'il faut agir. Et je pense que c'est là maintenant qu'il faut aller dans cette direction. Donc, bien sûr, il faut faire de la recherche, bien sûr, il faut encore produire de la connaissance, mais je pense que l'urgence, c'est la réduction des émissions, et il faut travailler sur l'identification des sources. De mon point de vue, en termes de santé publique, c'est la priorité absolue. Alors, en visio, est-ce que Fabrice Godefroy a 1 ou 2 mesures urgentes à nous proposer? Oui, je vais me contenter de 2. Mais la première urgence, c'est de garder à l'esprit, on l'a bien vu avec toutes ces conférences, que les particules ultra fines sont plus qu'importantes, c'est plus important de les mesurer, mais il faut aussi savoir que les particules fines, donc les PM2.5, un analyseur de PM2.5, c'est à peu près... on en a dans chacune de nos stations, alors que les particules ultra fines, les analyseurs, on n'en a pas dans chacune de nos stations. Il faut savoir que le prix d'un analyseur de puff, ça représente 4 analyseurs de PM2.5, donc de particules fines. Donc c'est important de mettre en adéquation ce qu'on a entendu, comme quoi au niveau de la santé, les particules ultra fines sont importantes de mesurer, et également de mettre les moyens à disposition des réseaux. Donc les moyens de mesure. Et quand je parle de moyens de mesure, mais c'est également d'uniformiser les techniques de mesure des puffs, parce qu'on s'aperçoit que ça a un coût, même en termes de métrologie, d'améliorer cette métrologie-là. Et puis si on veut aller plus loin dans les puffs, il n'y a pas que le comptage, il y a aussi la granulométrie, comme nous l'a rappelé Airparif. Donc c'est encore un coût plus important. Donc c'est vraiment important de mettre les coûts associés à ce qu'on veut faire
C'est-à-dire qu'on souhaite mesurer des polluants émergents et qu'est-ce qu'on met en place en termes de budget, et puis également de développer l'expertise, parce qu'on voit que la recherche est là, mais il faut continuer à produire justement des données et de la recherche. Donc mon premier point, ce serait vraiment, c'est important d'avoir les moyens au niveau financier par rapport aux objectifs qu'on se fixe. Et le deuxième point, pas des moindres, c'est en fait, c'est la population. C'est-à-dire de vulgariser toute cette information scientifique, notamment des POF, et puis d'éduquer la population, notamment en termes d'unités de mesure. Là, on voit bien qu'au niveau des particules fines, on est sur du microgramme par mètre cube. Les POF, c'est du comptage, donc c'est complètement différent. On l'a vu avec les différents slides là. Et donc, c'est également de vulgariser l'information et de préparer la population à ce polluant émergent qui a une autre unité, et pourquoi pas d'avoir un indice ici pour ce polluant-là. Après, ça découlerait par la suite certainement d'une réglementation, mais de pouvoir déjà au moins vulgariser l'information et préparer la population à ce nouveau polluant qui doit être mesuré en étant plus assidu. Voilà. Merci Fabrice Godefroy. Béatrice Ferver, avez-vous une ou deux mesures d'urgence à nous proposer? Oui, très bien. Donc, deux mesures, à savoir la prévention consiste à mieux comprendre les facteurs de risque et agir sur les facteurs de risque. Je suis d'accord avec Philippe Quesnel qu'on a aujourd'hui suffisamment de données pour mettre le curseur et qu'il faut agir. S'il faut néanmoins continuer la surveillance, je pense qu'il est important de mieux comprendre l'exposition des individus en fonction de leur comportement et donc d'adjoindre aux stations de mesure des campagnes avec des sensors et des métronomes mobiles qui permettent de voir comment sont les individus exposés en fonction de leur comportement, leur façon de naviguer et leur mode de vie. Et également mieux comprendre l'interaction, notamment sur le plan du stress oxydant et des effets inflammatoires de ces expositions avant l'apparition de maladies. Ceci sur la question de la surveillance. En termes d'action, je ne peux que rejoindre Fabrice Godefroy et Alejandro Colza Pérez sur l'importance de la littératie et de traduire ces informations scientifiques accessibles pour les citoyens, pour leur donner des clés pour agir. Et je pense qu'il faut sortir de cette dichotomie compris par les citoyens que les facteurs individuels, on les met sur la responsabilité de l'individu, mais on a bien vu sur le tabac, changer les pratiques ne résout pas le problème, il faut aussi les politiques publiques. À l'inverse, pour des sujets comme la pollution de l'air, et ici le black carbone et les particules ultra fines, ça ne relève pas uniquement des politiques publiques, mais c'est nécessaire aussi de combiner là le changement de comportement et donner donc des clés aux citoyens pour comprendre et également rendre accessibles des recommandations sur veiller au bon fonctionnement lorsque les gens ils ont des chauffages de biomasse et encore mieux éviter ce type de chauffage et notamment des foyers ouverts qui sont fortement exposants. Entretenir la voiture, être attentif à ne pas engendrer dans ces périodes de grande sécheresse des feux et d'autres mesures qui permettent tous ensemble de contribuer à limiter ces émissions. Et donc je pense que c'est particulièrement important de permettre aux citoyens d'y contribuer à ces mesures d'une manière générale. Sur la métropole de Lyon, 10% de chauffage au bois sont responsables de plus de 50% des émissions en particules fines et 20% de COV sur ce territoire. Et donc, c'est au niveau des individus la nécessité d'une prise de conscience. Merci Béatrice Ferver. Nous avons le temps encore pour 2 questions, pas plus. Alors, il y a 3 droits qui se lèvent, il va falloir faire un choix. Ou alors, ce sont des questions ultra courtes avec des réponses très short. Voilà. Ici, puis au-dessus, puis au-dessus.
Est-ce qu'il y a un micro? Ça marche. Voilà, merci. Écoutez, ces rencontres sont faites pour que, notamment les gens qui ne sont pas scientifiques, comme des politiques ou des parlementaires, viennent s'informer de ce qui se passe et que l'on sache quels sont vraiment les liens entre la qualité de l'air et la santé. Et j'ai une petite pensée pour vous, Monsieur Chollet, parce que je ne doute pas une seconde que vos actions sont animées par la volonté de bien faire. Et encore faut-il que vous ayez les bons outils, que vous ayez les bons conseils pour agir. Je pense notamment à votre questionnement par rapport au feu de cheminée à Toulouse et la situation qui est celle d'aujourd'hui sur Toulouse. Et je pense que vous étiez intéressé par ce qui s'est passé du côté de Londres à ce niveau-là. Même chose pour les parlementaires qui devraient être là pour s'informer et pousser notamment les mesures et faire avancer les législations à l'échelle européenne. On a dit questions courtes, s'il vous plaît. Je suis très court. Simplement, effectivement, le potentiel oxydant n'a pas été évoqué, ou très peu. Je remercie Madame de l'avoir évoqué très brièvement, parce que en France, nous sommes quand même à la pointe du sujet. Nous avons les chercheurs qui sont avant-gardistes sur ce sujet, et à bien d'égards, ça change quand même pas mal la donne. Monsieur Chollet, lorsque vous recevez des informations sur les seuils de particules fines, ça vous donne des informations pour mener des politiques, éventuellement sur le trafic ou autre. Aujourd'hui, le potentiel oxydant, c'est la seule métrique, à ma connaissance, qui permette de faire un lien direct entre la toxicité et la qualité de l'air et la toxicité sur l'environnement pulmonaire. En tout cas, vous avez aujourd'hui des outils qui vous permettent de mesurer. Et si aujourd'hui on sait que la toxicité des freins de voiture... C'est pas une très courte question. Hein. J'en ai pour 30 secondes. Non, vous en avez déjà pour 3 minutes. Donc oui, mais posez votre question et on y répond. C'est tellement important. La toxicité des freins de voiture et des pneus est plus supérieure à la toxicité des gaz d'échappement. On le sait grâce aux mesures du potentiel excédent. La toxicité du trafic est supérieure au chauffage au bois. On le sait également grâce aux mesures de potentiel oxydant. Donc ma question est plutôt à l'égard de Monsieur Geoffroy au Canada, puisque l'idée aussi c'est de voir ce qui se passe en dehors de nos frontières. Est-ce que au Canada vous êtes au courant de ces mesures de potentiel oxydant? Est-ce que vous allez les installer également dans les différentes stations de mesure au Québec? Merci. Le potentiel oxydant se voit-il à l'ouest? Fabrice Godefroy? Oui, donc oui, effectivement, évidemment qu'on est au courant du potentiel oxydant. Maintenant, comme je le disais, en fait, en termes de suivi et de mesure, il y a tout l'aspect, les mesures réglementaires, où là, du coup, on va avoir tout un réseau spécifique. Et puis après, il y a tout ce qui est polluant émergent, notamment avec les potentiels oxydants. Et là, c'est sûr qu'automatiquement, il faut faire des choix, parce que nos budgets sont limités pour tout le monde dans le monde. Et donc là, on est vraiment focus sur le black carbone et sur les particules ultra fines. Mais c'est dans nos réflexions de pouvoir porter et faire des mesures plus régulières du potentiel oxydant pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau des différentes stations de mesure. Merci Fabrice Godefroy pour cette réponse ultra courte. Madame, vous aviez une question, je crois. Oui, Isabella Nesi-Mazzano. En fait, c'était pour M. Chollet. On sait bien que la part des particules ultra fines à l'issue du chauffage résidentiel, elle ne le citait pas, hein, qui a mesuré ça. C'est jusqu'à 74%, donc c'est pas anodin hein, du tout. Et puis, pour revenir sur le potentiel oxydant, moi, je ne pense pas que c'est la seule mesure de la dangerosité, mais voilà, c'est un bon début. Si je peux répondre d'une façon brève, je pense que ce qui est important, oui, pardon, oui, pour la décision politique, c'est le niveau de preuve. Et la décision politique est d'autant plus facile que le niveau de preuve est élevé. Et c'est ce que je vous disais, monsieur, tout à l'heure. Moi, je suis bien convaincu que la pollution de l'air existe, qu'elle est toxique,
et qu'elle a un impact sanitaire tout à fait certain. Nous avons, au cours de ces 10 dernières années, sur cette ville, diminué de moitié la mortalité, justement, en rapport avec la pollution atmosphérique, à cause des mesures prises en matière de déplacement et d'urbanisation. Donc, la conscience, il y a simplement ce que je vous dis, moi, c'est que pour l'action politique, l'élément réglementaire est important. La norme est important. Alors évidemment qu'il faut anticiper, je suis d'accord avec, il faut être attentif, anticiper, mais ne nous trompons pas, l'action politique est possible à partir du moment où les normes sont là. Alors, une dernière question là-bas. Chantal Berdemander, Union française contre les nuisances des aéronefs. Alors, la combustion du kérosène d'aviation, c'est la combustion du diesel, donc c'est dangereux pour la santé. Monsieur Carrel, vous avez dit on en sait suffisamment pour agir. Formidable, parce que jusqu'à présent, on nous disait c'est pas assez renseigné, faut continuer à faire des recherches. Bon, très bien. Madame Fervert nous présente un graphe sur lequel, finalement, on voit que l'avion est en bonne place dans la pollution. Au Canada, Monsieur Godefroy dit qu'on réglemente les feux dans les cheminées. Formidable. Par ailleurs, nous n'avons pas assez de moyens de mesurer et il n'y a pas de réglementation. Donc, ma question est... comment est-ce qu'on peut faire, comme M. Godefroy qui a décidé que finalement c'était une bonne idée de commencer à réglementer les feux dans les cheminées, n'est-il pas urgent de commencer à penser qu'il faudrait, par principe de précaution, limiter le trafic aérien, qui est une source de pollution majeure? Voilà, c'est une petite question. Qui veut se saisir du principe de précaution en 30 secondes? Je vais y répondre, mais je fais un petit commentaire avant. Moi, il me semble que le problème auquel on est confronté, c'est qu'on a toujours l'illusion que l'indicateur de pollution sur lequel on travaille va nous apporter la réponse. Ce que je veux dire par là, c'est que quel que soit l'indicateur sur lequel on travaille, c'est un indicateur proxy. Qui n'est pas à même de répondre spécifiquement et uniquement à la question de la relation causale entre l'exposition à une substance donnée et un effet. Donc il faut toujours considérer les indicateurs, en particulier réglementés, comme des indicateurs qui caractérisent de manière extrêmement imparfaite la qualité de l'air, en particulier plutôt la pollution atmosphérique que la qualité de l'air en l'occurrence, mais que ce sont des outils qui doivent être utilisés, comme vous l'avez dit, dans une perspective normative pour pouvoir réguler les émissions et mettre en place des politiques publiques. Donc je pense qu'il faut arrêter d'être à cette illusion, et le potentiel Occident, de mon point de vue, est un très bon exemple, de toujours vouloir courir à identifier l'indicateur qui va nous donner la réponse ultime à c'est quoi la cause précise de cette pathologie après laquelle on court depuis toujours. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que avec les 30 ans de recherche qui ont été menés jusqu'à présent au cours de ces dernières années, il est évident que le corpus de connaissances autour de ces indicateurs proxy est très très important, et que vraiment on a vraiment de quoi répondre et mettre en place des politiques publiques et établir des normes, et les recommandations de l'OMS vont vraiment dans ce sens. Alors après, sur les aéroports, maintenant ce qu'il faut quand même, c'est essayer de caractériser au mieux les émissions, enfin les concentrations ambiantes de tous ces aéroports, pour savoir comment ils se distribuent sur l'ensemble des indicateurs réglementés, et savoir un peu justement quel est le niveau auquel on arrive, et derrière quelle est l'estimation du risque. Et de ce point de vue, en particulier pour ce qui concerne l'Île-de-France, il y a des campagnes de particules ultra fines qui sont menées actuellement sur les aéroports parisiens, mais pas que. C'est un des environnements qui sont explorés actuellement pour essayer d'avoir une idée des concentrations ambiantes et des risques qui sont derrière. Donc oui, dès lors qu'on aura une information sur les concentrations ambiantes, je pense qu'on aura des moyens d'agir pour réduire les expositions, notamment des riverains. Merci Philippe Quesnel. Nous clôturons de suite cette table ronde.